Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de cette édition. Retour sur les temps forts de la visite d'État au Maroc du président français Emmanuel Macron. Une visite sous le signe d'un partenariat d'exception renforcé. Un nouveau cadre stratégique de coopération bilatérale qui explore des segments du futur comme l'innovation et le digital. Décryptage à suivre dans ce journal. Retour également sur la nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui positionne le plan d'autonomie comme seule et unique base pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Le document consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour la 17e année consécutive et l'urgence de parvenir à une solution politique. Et puis à Essaouira, la 19e édition du Festival des Andalousies Atlantiques se clôture en apothéose. Il aura tenu toutes ses promesses en attirant un large public grâce à une programmation riche et variée qui a réuni une centaine d'artistes de renom et de jeunes talents émergents, tous animés par la passion de la musique andalouse. Bonsoir à tous. La semaine que nous quittons a été marquée par la visite d'État effectuée par le président français Emmanuel Macron et son épouse Madame Brigitte Macron à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. En voici le rappel avec Iman Ablou. Lundi, fin d'après-midi, le président de la République française, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron et son épouse Madame Brigitte Macron arrivent à l'aéroport de Rabat-Salé pour une visite d'État au Royaume du Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À leur arrivée, le chef de l'État français et Madame Brigitte Macron ont été accueillis par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lala Khadija et Lala Mriem. À la tribune d'honneur, Sa Majesté le roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et son illustre hôte, ont salué les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue au président français. À l'entrée du salon royal de l'aéroport de Rabat-Salé, le chef de l'État français et Madame Brigitte Macron ont été conviés à la traditionnelle cérémonie d'offrande de lait et de dattes. Après une brève pause, le cortège des deux chefs d'État s'est dirigé vers le palais royal de Rabat. Les habitants des villes de Rabat et de Salé se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège officiel pour exprimer leur joie en ce premier jour de cette visite d'État qui ne manquera pas d'ajouter un nouveau jalon à l'édifice des relations séculaires d'amitié unissant les deux pays et les deux peuples. Dans un grand geste de communion et de spontanéité, Sa Majesté le roi a bien voulu arrêter le cortège pour se prêter avec le président français à un bain de foule sous les vivas des citoyens en liesse. Arrivé à la porte Bab Sofara, le cortège de Sa Majesté le roi et de son illustre hôte a été escorté par la fanfare et la cavalerie de la garde royale jusqu'à la place du Méchoir du Palais Royal. À la place du Méchoir, le président français Emmanuel Macron a été salué par plusieurs personnalités marocaines et françaises. Sa Majesté le roi a été salué par les membres de la délégation officielle française accompagnant le président Emmanuel Macron lors de cette visite. Par la suite, les deux chefs d'État ont gagné le cabinet royal où le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lala Khadija et Lala Mriem, et le président de la République française et son épouse Madame Brigitte Macron ont posé pour une photo de famille. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi et son illustre hôte ont eu des entretiens qui ont porté sur le passage vers une nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, dans le cadre d'un partenariat d'exception renouvelé et d'une feuille de route stratégique pour les années à venir. Les entretiens ont également porté sur les questions régionales et internationales. Au cabinet royal à Rabat,
Sa Majesté le Roi et le président français ont signé la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française en vue de permettre aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale. Au terme de la cérémonie de signature, Sa Majesté le Roi a remis un présent à son illustre hôte. Et au palais des hôtes royaux à Rabat, le souverain et le président français ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Maroc et la France, dans de nombreux domaines. Mardi, palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de leurs Altesses Royales, les princesses Lalla Khadija, Lalla Maryam, Lalla Asma et Lalla Hasna, a offert un dîner officiel en l'honneur du président français, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, et de son épouse, Madame Brigitte Macron. On fait le point de cette visite d'État du président français Emmanuel Macron tout de suite avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Une visite fructueuse à plus d'un titre pour les deux parties. Une visite sous le signe d'un partenariat d'exception renforcé. Quel bilan en faites-vous, Sahimi? C'est une visite d'État, donc c'est un niveau important dans le bilatéral entre les deux pays, mais c'est un grand succès. C'est connu, ça a été relevé, notamment à l'international, je n'y reviens pas. Ce qui est important dans cette visite, c'est la réaffirmation par les deux pays d'une ambition renouvelée de promouvoir quelque chose de particulier, un partenariat d'exception, on va y revenir, avec des principes. Lesquels? Principe d'égalité, principe de transparence, principe de solidarité, de responsabilité partagée. C'est aussi un partenariat d'exception qui se situe dans le long terme, puisqu'il est question maintenant d'une vision stratégique commune pour les 30 ans à venir. C'est inédit dans les relations bilatérales, et ça doit être souligné. Puis aussi, c'est un partenariat qui va être suivi avec une gouvernance, laquelle, d'abord au niveau des deux chefs d'État qui vont s'impliquer donc pour le suivi de ce partenariat d'exception, mais également avec la création d'un comité stratégique paritaire qui va être donc opérationnel pour faire des propositions, suivre, fixer un certain nombre de feuilles de route, etc. Le bilan, vous en avez parlé, c'est la signature de 22 protocoles. Entre les États. Je ne parle pas de la vingtaine de protocoles qui ont été signés mardi à l'Université internationale de Rabat sur des problèmes sectoriels qui ont été identifiés. Le montant des investissements prévus, c'est 10 milliards d'euros. C'est extrêmement important, à peu près 100 milliards de dirhams, avec également des engagements à côté des accords. Il y a des engagements de coopération et d'investissement. Il y a aussi le fait que la position de Paris est intéressante parce que c'est la réaffirmation qui a été faite par le chef de l'État français au Parlement de manière très ferme quant à ce qu'il avait dit dans le message qu'il avait adressé au souverain le 30 juillet dernier, vous vous en souvenez, où il insistait sur le fait que la position de la France était d'envisager le présent et l'avenir, donc, de manière définitive avec le Maroc, sur la base de quoi? Sur la base du soutien au plan d'autonomie du Maroc, dans le cadre de la souveraineté marocaine, ça a été dit, et c'est extrêmement important. Donc voilà un bilan, on peut qu'être satisfait de cela. Maintenant, il reste évidemment un certain nombre de choses qui vont suivre entre les deux organisations patronales, entre un certain nombre de régions, entre les universités, entre des opérateurs économiques. Je crois qu'il y a là des motifs de satisfaction. Professeur Sahimi, je vous remercie pour ce premier éclairage. Vous restez avec nous. L'un des temps forts de cette visite d'État du président français Emmanuel Macron, c'est aussi la signature de nombreux accords de partenariat dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Parmi ces domaines, l'innovation et le digital. Le Maroc fait le pari d'une nouvelle ère tout numérique et se donne les moyens de ses ambitions. D'ailleurs, en quelques années, le pays s'est imposé en tant que
vivier pour de nombreuses entreprises tech, dont des entreprises françaises, qui ont choisi de s'installer au Maroc, encouragées par une infrastructure développée, mais surtout par les compétences des jeunes Marocains qui affichent un grand intérêt pour le digital. C'est un reportage de Khalid Ezdoun, Mohamed Laroui, Firdaus Laharj, Sofia Fegroud et Nordil Wabani. Valkima, je connais, j'ai vu un CV d'un gars qui m'a proposé qui est chez Valkima. Alors j'ai dit, ah bah, là, je sais pas si cherche un CTO sur un appel. Une salle IT n'est jamais silencieuse. Échange en continu et ambiance bon enfant dans cet open space d'une entreprise française spécialisée dans le digital, basée à Casablanca. Ici, les idées se transforment rapidement en réalité numérique. Concrètement, le groupe accompagne les entreprises privées et publiques dans la transformation digitale avec un large éventail de services. De la cybersécurité à l'intelligence artificielle, en passant par les réseaux et les clouds. Autant de domaines pointus que les ingénieurs marocains maîtrisent. Alors le choix du Maroc comme hub continental découle de la logique. Grâce à la vision Sa Majesté, que Dieu l'assiste, le Maroc est dans une démarche stable, a une belle vision de développement, à la fois grâce aussi à toute la richesse du capital humain, de très belles compétences au Maroc. Il y a un contexte économique qui est favorable. Comme je l'ai dit, il y a une stabilité aussi politique et un développement économique très intéressant. Donc ça nous a donné envie d'investir et de créer cette structure. Au niveau de la numérisation, de la digitalisation au Maroc, il y a eu plusieurs étapes. En 2017, il y a beaucoup d'acteurs privés qui ont accéléré, qui ont posé des investissements. Et de fil en aiguille, ça a attiré le marché. Les différents opérateurs et acteurs économiques au Maroc, qu'ils soient privés ou même les institutions publiques, de plus en plus accélèrent. Et j'en veux pour preuve même la vision digitale Maroc 2030. Une stratégie pour renforcer la compétitivité internationale des entreprises marocaines. À l'horizon 2030, 240 000 emplois directs seront créés dans le secteur numérique pour une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB. Et le Maroc a déjà une longueur d'avance en termes de formation. Marwa est lauréate d'une école d'ingénieurs marocaine. À son expertise s'ajoute un atout majeur, une culture francophone. On montre que les compétences marocaines sont capables de fournir pas mal de résultats qui sont au-delà des expectations des clients. Et on a pu prouver pas mal de fois en face d'autres boîtes qui mettent à disposition des expertises étrangères. On a pu prouver qu'on a l'expertise pour le faire, que les compétences marocaines peuvent répondre aux besoins du marché marocain et aussi du marché africain. Avec son savoir-faire dans le domaine du digital, le Maroc se mesure à présent aux plus grands, dont le géant de l'IT, l'Inde. L'offre marocaine inclut des compétences de très bonne qualité, avec un coût intéressant. Dans ce domaine, la France est le partenaire traditionnel du Maroc. L'essentiel des entreprises françaises de services IT ont des centres dans le royaume et elles délivrent depuis le Maroc pour la France et pour le monde, avec les mêmes standards. Nous ne voulons pas être que des sous-traitants, mais nous voulons être un vrai partenaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Maghreb, si on regarde son positionnement, il a un positionnement d'offshore, mais pas de low cost, de best cost. De best cost, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de fournir de la compétence de très bonne qualité avec un coût très intéressant. Nous, on doit se positionner comme un vrai partenaire pour pouvoir accompagner en amont. Qu'est-ce que ça veut dire en amont ? Au moment où des entreprises du métier, des banques ou des assurances ou des industries européennes veulent développer des solutions, nous aimerions être en amont. En amont, ça veut dire dans la conception, dans la réflexion et piloter les projets avec eux depuis le Maroc. Et pour être un partenaire de choix, il faut s'aligner sur les législations françaises, en l'occurrence le fameux Règlement général sur la protection des données. Le texte régit la manière dont les données à caractère personnel des personnes physiques dans l'Union européenne peuvent être traitées et transférées. Ça tombe bien, car le Maroc s'est doté lui aussi d'un instrument juridique sur la protection des données personnelles, la loi 09-08. Ce qu'on appelle en Europe le Règlement général de protection des données, ce sont des lois qui sont appliquées, votées, appliquées au Maroc, pour le Maroc évidemment, mais aussi pour l'international et en particulier pour la France. Donc au Maroc, on délivre pour l'Europe et pour la France avec le même standard que ce qu'on pourrait faire là-bas.
L'atout du Maroc, c'est sa proximité culturelle, évidemment, et son amour finalement pour cette Europe, avec cette mixité de population. Mais c'est aussi un vrai savoir-faire, je le disais, avec une population jeune, éduquée. Et donc, on s'assure, nous, à travers un certain nombre d'initiatives, de les former de telle façon à ce qu'elles soient immédiatement employables. Parmi ces initiatives, Job in Tech, un projet de formation Bac+2 à Bac+4 dans le domaine de la tech. Le programme profitera à 15 000 personnes d'ici 2 ans. Autant de jeunes qui deviendraient immédiatement employables. Car il va sans dire que dans l'IT, aujourd'hui et déjà demain. Demain, quand tous les métiers vont évoluer sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, le Maroc aurait préparé ses compétences dans la technologie et noué des liens de coopération solides, notamment avec des partenaires français. C'est le pouvoir exceptionnel de la technologie, celui de transcender les frontières. Professeur, nous venons de le voir, le digital est un secteur prioritaire dans la coopération entre le Maroc et la France. En témoignent les accords signés dans ce domaine qui attirent de nombreux investisseurs français. Qu'est-ce qui fait du Royaume une destination attractive sur ce segment ? À noter que dans le bilan de la coopération entre Rabat et Paris, il y a les accords qu'on a évoqués qui intéressent un certain nombre de grands secteurs traditionnels, si je puis dire, économiques, technologiques, etc. C'est des choses connues. Ce qui est nouveau, c'est l'engagement des 2 pays pour une coopération spécifique intéressant le digital, vous l'avez dit, et donc l'innovation et la recherche. Il y a par exemple un accord qui a été signé à propos de 5 écosystèmes. C'est évidemment, c'est important à relever, qui intéresse la recherche, l'innovation, la formation. Il s'agit de relever les défis d'avenir scientifique et technique. Il y a également un autre accord sur la recherche. Intéressant quoi ? Intéressant l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, les sciences humaines. Il faut y ajouter aussi un accord relatif aux industries culturelles et créatives, où il y a un certain nombre de mesures qui ont été arrêtées. Et puis, il y a un autre projet d'avenir, et je reviens au digital, c'est ce grand projet porté par le département de la communication, vous le savez, avec un accord signé à l'Université internationale de Rabat, c'est le projet de création de ce qu'on appelle la cité du gaming. D'ailleurs, le président Macron a assisté mardi à une séquence gaming où il a vu donc un certain nombre de jeunes Marocains qui sont à jour pour ce qui est des nouvelles technologies. Je peux vous dire qu'il a été très impressionné par ce capital et ses compétences. Il y a aussi le fait que le Maroc a une stratégie digitale qui est connue, c'est le Digital 2030. Il s'agit de faire quoi ? D'arriver à réaliser un hub technologique régional. Il y a également un accord qui a été signé avec Thales, le grand groupe Thales, pour un satellite géostratégique. Ça intéresse d'ailleurs en plus le monde rural. Il y a également un autre accord sur la connectivité Internet à haute vitesse. Avec le groupe français Orange, il y a un accord sur la fibre optique et la 5G. Et puis ce qu'on attend, c'est là où le Maroc est bien positionné, pour répondre à votre question, c'est il y a un capital, il y a une base, il y a des compétences humaines et notamment au niveau des jeunes. On attend des synergies donc techniques, technologiques, économiques, éducatives. Il s'agit de faire quoi ? De former des talents locaux et de soutenir l'innovation. C'est pour ça qu'avec tous ces éléments-là, le Maroc est bien placé dans un secteur d'avenir, celui du digital et des nouvelles technologies et le soutien à l'innovation. Professeur Sami, merci. Autre actualité à la une de la semaine qui s'achève, le vote par le Conseil de sécurité de la résolution 2756 au sujet du Sahara marocain, adopté à une large majorité. Le document a mis en avant la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie et rappelle à la table des négociations le pays voisin. Sophia Vgrout. Tour à tour, et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, les différents pays réitèrent leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. À l'issue du vote de la résolution 2756 prorogeant jusqu'au 31 octobre 2025 le mandat de la MINURSO,
Le représentant américain souligne l'urgence de parvenir à une solution politique à ce conflit, tout en insistant sur la nécessité de mettre à profit la dynamique en cours. The Council has made clear its robust. Washington se réjouit du soutien du Conseil de sécurité aux efforts de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Le Conseil de sécurité a exprimé son soutien aux efforts des Nations Unies pour une solution politique juste. De son côté, la France réaffirme sa position au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume. L'ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies salue au passage la décision de renouveler le mandat de la MINURSO. Le diplomate met en avant aussi les efforts du Maroc en faveur du développement socio-économique dans les provinces du Sud. Notre position est connue. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et notre soutien à ce plan, proposé par le Maroc en 2007, est clair et constant. Autre soutien au plan d'autonomie, celui de la Sierra Leone. Son ambassadeur représentant permanent auprès de l'ONU souligne la dynamique internationale de soutien. Il évoque aussi la nécessité de reprendre le processus des tables rondes avec la pleine participation de toutes les parties concernées. Also indicates our support for the Moroccan Autonomy Initiative, which is a credible and realistic approach. Notre vote en faveur de cette résolution indique aussi notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. C'est une initiative sérieuse, crédible et réaliste. Il y a aujourd'hui une dynamique internationale pour le soutien à cette proposition. Dans cette résolution, l'instance exécutive des Nations Unies a réaffirmé son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que base sérieuse et crédible, à même de clore le conflit artificiel autour du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Professeur, cette nouvelle résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. Elle intervient dans un contexte marqué par un soutien croissant des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont celui de la France. La France qui a réitéré sa position lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et qui a adopté la carte complète du Maroc incluant son Sahara. Le Maroc récolte les fruits de sa diplomatie agissante sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Effectivement, vous avez raison de le relever. Le souverain avait dit dans son discours au Parlement, voici une vingtaine de jours, pour ce qui est de la question nationale, il y a eu deux séquences. Première séquence, la gestion du dossier devant les instances internationales, en particulier l'ONU. Deuxième séquence, une séquence de mobilisation proactive. C'est cette séquence-là qui donne ces résultats-là avec le succès diplomatique du Royaume pour ce qui est donc du vote de cette résolution, la 2756. Pourquoi c'est un succès pour le Maroc? D'abord, elle consacre les acquis. Les acquis de la position marocaine, c'est quoi? C'est d'abord le fait qu'il y a un cadre de négociation, il y a des parties qui ont été clairement identifiées et il y a une finalité pour ce processus. C'est un processus qui a été arrêté par le Conseil de sécurité, mais c'est un processus qui doit se prolonger et se finaliser par un règlement négocié. Donc, sur quelle base? Sur la base de la formule des tables rondes, avec les quatre parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, et c'est le seul cadre, seul et unique cadre de règlement et de négociation. J'ai parlé de l'identification des parties, c'est vrai, il faut le rappeler, l'Algérie a été citée 5 fois. Il y a également le soutien de cette résolution, qui est un soutien réitéré. Sur quelle base? Sur la base de la recherche d'une solution politique, réaliste, pragmatique, durable, c'est la base d'un compromis, mais dans le cadre de projet d'autonomie soumis au Conseil de sécurité en avril 2007 et qui continuellement a été repris et consacré par le Conseil de sécurité depuis 17 ans, vous l'avez dit. Alors, à côté de ça, il y a des ajouts. C'est pour ça que le Maroc a exprimé ses sentiments positifs à cet égard, avec un communiqué, vous savez, du ministère des Affaires étrangères. Premier ajout, c'est que le Conseil de sécurité, je cite, s'est félicité du momentum récent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conjoncture particulière, il y a une dynamique, il y a un élargissement accentué de la reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes, et donc c'est un moment particulier. Et c'est pour ça que le Conseil a demandé à ce que l'on construise les problèmes à venir et le processus de négociation sur la base de ce momentum. Deuxième ajout dans cette résolution 2756, le Conseil demande à ce que l'on évite les actes pouvant compromettre le processus. Il s'agit de quoi? Il s'agit des provocations du mouvement séparatiste en dehors du mur, donc qui portent atteinte à la mission de la MINURSO. La MINURSO a été constituée pour ça, pour suivre et faire respecter le cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas du mouvement séparatiste. Un autre point aussi, le Maroc insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de relance du processus de négociation tant qu'il y a le cessez-le-feu. C'est un préalable, c'est une question préjudicielle, si je puis dire. Il faut qu'il y ait le respect du cessez-le-feu qui n'est plus respecté par le mouvement séparatiste, vous savez, depuis exactement 4 ans, c'est-à-dire depuis novembre 2020. Pourquoi novembre 2020? C'était quelques jours après l'opération de normalisation du passage frontalier avec la Mauritanie, Guergueret, qui a été fait par le Maroc. Dernier point peut-être, ou l'avant-dernier point, c'est quand même l'isolement de l'Algérie. L'Algérie surestimait son influence en devenant membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier, pour 2 ans, le 1er janvier 2004, comme membre non permanent. Eh bien, la preuve était faite que ce pays est isolé à l'international et au niveau des Nations Unies. L'Algérie a présenté 2 amendements qui ont été récusés, qui n'ont pas été votés par la majorité, dont un amendement qui disait l'extension du mandat de la MINURSO aux droits humains. C'est une aimable plaisanterie, parce que les droits humains, ils sont respectés où? Ils sont respectés dans les camps de Tindouf, où les réfugiés ne sont pas identifiés, ne sont pas recensés. Enfin, donc c'est quelque chose donc, qui prête à sourire. Et le deuxième point aussi que je voudrais relever, c'est que il y a eu, c'est inédit dans la pratique onusienne au Conseil de sécurité, des menaces à peine voilées de l'ambassadeur algérien prononcé lors de cette réunion du Conseil de sécurité le 31. Il s'en est pris à le représentant américain, vous savez dans quel terme, et également l'ambassadeur français. Je finis d'un mot, la cause nationale se développe. Il y a plus de 120 pays dans le monde qui reconnaissent la marocanité du Sahara, dans une vingtaine en Amérique, les États-Unis, il y a une quarantaine en Afrique. L'Union européenne reconnaît 20, le nombre des États de l'Union européenne, c'est une vingtaine, et donc au total une diplomatie dynamique, parce que c'est une diplomatie qui a du souffle, c'est une diplomatie marathonienne. Professeur Moustapha Shimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci. Merci. Mettant à présent le cap sur la cité des Alizés, où la 19e édition du festival Andalousie Atlantique s'est clôturée en beauté hier soir avec un concert époustouflant de Raymond El Bedaouia, qui a une fois de plus incarné l'essence même de ce rendez-vous musical en revisitant les morceaux les plus emblématiques du Chabi, du Mulhoun et du Chgouri. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mélomanes en ont eu plein les oreilles et le cœur. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Moukinbillah. Avec sa voix puissante et son charisme inégalé, Raymond El Bedaouia fait vibrer l'auditoire du Festival des Andalousies Atlantiques avec une prestation empreinte d'authenticité. La perle orientale a su établir une connexion instantanée avec ses fans en interprétant des titres des plus connus, allant du Chabi à la Haïta, en passant par les mélodies envoûtantes du Chgouri. Fidèle à cet événement, un public nombreux s'est déplacé tout au long des festivités des Andalousies Atlantiques d'Essaouira. Venant de Marseille, j'ai pu découvrir aujourd'hui une programmation à Darsouéry avec des musiciens, et je trouve que ce mélange des cultures est plus que pertinent et de qualité, et je suis ravie d'être là ce soir pour la clôture du festival de la 19e édition. Un des plus prestigieux qui accueille cette année à peu près plus d'une centaine de musiciens sur 13 concerts, des musiciens qui viennent d'ailleurs d'Essaouira, de Rabat, de Tanger, de Tétouan,
mais également de Séville, de Saragosse, d'Amsterdam et de Paris. La diva a invité sur scène la chanteuse Delal Bernossi pour offrir aux mélomanes présents des instants de pur enchantement. Ensemble, elles ont interprété des chansons emblématiques de grands noms de la chanson marocaine, Mahmoud Idrissi, Abdelouhab Doukali ou Fathallah Al-Mghari. Par la suite, c'était au tour du grand chanteur Abdelali El-Ghawi de rejoindre le duo, offrant une présence charismatique et une prestation qui ont instantanément électrisé l'audience. C'est beau ce qu'on voit aujourd'hui à Essaouira, cette atmosphère spirituelle de coexistence entre les religions. C'est aussi une atmosphère conviviale entre les artistes. J'ai été honoré de prendre part à la soirée de clôture. J'espère que je serai invité de nouveau l'année prochaine. Dans tous mes spectacles, j'essaie d'interpréter Houssine Slaoui, Abd Sadq Shqara et aujourd'hui j'ai ajouté Ahmed Jebran, un artiste qu'il ne faut pas oublier. Ces artistes ne doivent pas disparaître. Au contraire, leur art doit rester perpétué. Cette 19e édition a tenu toutes ses promesses en attirant un large public grâce à une programmation riche et variée. Le Festival des Andalousies Atlantiques a ainsi permis, une fois de plus, de raviver les liens entre les musiciens marocains et étrangers, faisant d'Essaouira un carrefour unique de rencontres musicales et culturelles. Et depuis Essaouira, Madame Oumama Ouad Laharj, professeure universitaire, ancien ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Pérou et au Panama, nous rejoint en direct. Madame, bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer cette 19e édition comme exceptionnelle au regard des grands artistes qui se sont produits tout au long de l'événement, comme José María Bandera, le neveu du grand Paco de Lucia? Oui, bonsoir. Absolument, votre reportage le montre très bien. C'était une très très belle et très grande édition. Nous sommes contents de voir comment elle a tenu, comme vous l'avez dit, les promesses de renouveler à chaque fois ces liens, de renouveler cet héritage et de pouvoir rassembler dans la communion et dans la fraternité les musiciens d'horizons géographiques différents et aussi d'appartenances culturelles différentes. Je voudrais juste dire par exemple que le festival a été ouvert de manière magistrale par une danseuse de flamenco, Léonore Léal, qui revisite justement cette très belle musique andalouse. Et comme vous l'avez aussi montré, il a été clôturé en apothéose par la diva Raymonde Bedaouia. Entre-temps, on a eu des duos époustouflants qui ont justement retissé ces liens et qui ont revisité aussi parfois à travers des poètes et des philosophes andalous comme Ibn Bajjah ou bien les Shqara et d'autres. Et nous sommes très très heureux d'avoir pu montrer au public justement comment cet héritage dans sa beauté mais aussi dans sa profonde signification au-delà justement de toutes les frontières et de toutes les barrières. Et le Festival des Andalousies Atlantiques a toute sa place sur la scène culturelle. Il draine des mélomanes du Maroc et bien d'autres pays. L'idée est bien de reviver l'esprit d'El Andalous marqué par la convivence. Oui, absolument. Vous l'avez bien dit, parce que c'est vrai que la musique, c'est la voix royale pour exprimer tous ces sentiments de lien très forts. Mais c'est un festival qui est porteur d'un message. Et le message est très fort. C'est justement comment cette époque de l'Andalous est une époque qui a toute son activité et toute sa signification aujourd'hui, parce que c'est une époque qui est marquée par des valeurs et des principes extrêmement modernes. Et donc ce festival, à travers la musique, souhaite toujours maintenir et faire perdurer cette flamme, ce souffle qui nous a été donné à nous, les Marocains, les Espagnols, les Andalous, mais qui a rayonné dans le monde et qui est porteur justement de ces sentiments, on va dire, d'appartenance humaine et qui permettent
aujourd'hui au Maroc de continuer à être cette terre de paix, cette terre de coexistence pacifique. Alors je voudrais juste donner peut-être, je ne sais, un exemple pour vous un peu répondre à votre question, comme quoi le festival il a sa place. Il a sa place parce que nous avons eu un moment fort qui a été celui de la participation de 3 ou 4 chorales de la ville d'Essaouira qui se sont préparées pour ce festival, cette 19e édition. Et c'était magnifique de voir ces choristes talentueux et des choristes dans leur mixité à la fois de genre, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants. Et c'est ça qui fait que ce festival a un sens extrêmement profond parce que la population d'Essaouira aussi se l'est appropriée et ce sont justement toute cette population, ces jeunes aussi, qui vont faire rayonner ces valeurs qui sont extrêmement importantes, surtout aujourd'hui dans les temps qui courent, par les temps qui courent et par parfois ces discours d'exclusion et de haine de l'autre simplement parce que il appartient à d'autres religions, à d'autres cultures. Oumama Ouad El-Harj, professeur universitaire et ancien ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Pérou et au Panama, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Un mot de sport avant de nous quitter à Ouagadougou. Le cycliste marocain Mohsin Koraji est sacré vainqueur de la 35e édition du Tour international du Burkina Faso, permettant au Maroc de remporter pour la 6e fois cette compétition internationale. Mohsin Koraji, qui a remporté la première et la 5e étape, a réussi à conserver son maillot jaune dès le début de ce tour, alors que son compatriote Driss Elouani, vainqueur de la 8e étape, s'est adjugé le maillot du meilleur jeune. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur Al-Oula.